À tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la fameuse crise de l'adolescence qui fait peur à beaucoup de parents, qui peut faire peur aussi à certains enfants. Je sais que c'est une période du développement de l'enfant qui peut poser beaucoup de questions. Beaucoup de jeunes parents, notamment des parents dont les enfants ont entre 3 et 5 ans, 6 ans, se posent cette question-là, surtout quand l'enfant a des comportements problématiques. Je pense notamment à la gestion des émotions, l'opposition, la non-coopération, le refus de l'autorité. Beaucoup de parents avec lesquels j'échange ont peur justement de ce qui va se passer à la crise de l'adolescence. À l'adolescence et donc avec cette fameuse crise. L'idée de cette vidéo, c'est un peu de mieux comprendre ce qui se passe, que je vous partage quelques informations par rapport à ça. Mais avant tout, je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Sylvain Callard-Marchand, je suis coach parental et j'accompagne les parents à retrouver la sérénité en famille grâce à des méthodes et des outils qui sont simples et efficaces. Alors, la crise de l'adolescence, ça commence par définir ce qu'est l'adolescence. Donc comme je l'ai dit en introduction, c'est une période qui va s'inscrire dans la vie de l'enfant entre 10-11 ans jusqu'à 19 ans. Je sais qu'il y a certaines études qui poussent l'adolescence jusqu'à 25 ans, qui correspondraient en fait à l'âge de fin de maturation du cerveau, qui est aux alentours de 25 ans. Après, c'est très rare qu'à 20 ans, on appelle nos enfants des adolescents, on va plutôt parler de jeunes adultes. Mais donc c'est cette tranche d'âge qui est notamment marquée par l'apparition de la puberté et qui est marquée aussi par énormément de changements chez l'enfant, que ce soit psychologique, physique, des maturations de cerveau importantes. Et ça va générer beaucoup de changements de comportement chez nos adolescents, nos enfants devenus adolescents. Aujourd'hui, beaucoup de parents craignent l'adolescence parce qu'ils ont beaucoup de peurs et il y a notamment 3 grandes peurs que je recense aujourd'hui. La première, c'est qu'ils ont peur notamment d'avoir une connexion moins forte avec leurs enfants. Souvent, ce sont des parents qui sont assez proches de leurs enfants. On parle de connexion, parfois même certaines mamans, certains papas sont fusionnels. Et justement, ce qui les inquiète dans l'adolescence, c'est l'idée justement que l'enfant soit moins proche. Et ça peut générer un stress et une peur. L'autre chose, la deuxième peur, c'est le côté qui est assez propre aux adolescents, qui va être de tester les limites, de dépasser ce qui est autorisé, de tester l'interdit, c'est donc de faire des bêtises. Ils ont beaucoup peur de ça et forcément ils s'inquiètent, ces parents-là, de savoir comment, quelle proportion ça va prendre, comment ils vont faire. Et souvent, ces parents de jeunes enfants vont projeter ce qui se passe aujourd'hui et vont l'amplifier et ça génère beaucoup de peur chez eux. Alors ces peurs sont légitimes mais elles ne sont pas forcément fondées. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc justement la troisième peur, en fait, c'est ce que je disais un peu juste avant, c'est que ces parents ont peur que les problématiques, les comportements problématiques qu'ont les enfants aujourd'hui, dans leur tranche d'âge, je pense à la période 3-6 ans, mais ça peut être de 9, de 8, de 2 ans, 8 ans, et bien ça s'amplifie. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'enfant a beaucoup de mal avec les règles, avec l'autorité, avec la vie en société, avec le côté responsabilité, beaucoup de ses parents ont peur que à l'adolescence, ça s'empire et ça devienne ingérable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de parents utilisent notamment 2 armes, enfin j'appelle ça des armes, mais 2 techniques qui sont très efficaces mais qui sont très mauvaises sur le long terme. C'est l'ascendant psychologique, c'est-à-dire qu'en gros moi je suis parent, toi tu es l'enfant, donc je sais, tu ne sais pas. Je caricature, mais c'est ça l'idée. Et la force physique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de contraindre un enfant qui fait 2 fois votre taille en moins, qui pèse 20 kg. Quand votre adolescent fait 1m80, 90 kg, c'est plus compliqué d'utiliser cette force-là. Et c'est pour ça que justement beaucoup de parents ont peur, c'est qu'ils utilisent ces 2 techniques-là. Et à l'adolescence, ça marche plus du tout. Et donc on peut avoir l'impression à ce moment-là de perdre notre pouvoir parental. Et ça génère encore plus de stress.
Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe en fait pendant l'adolescence? Il y a plusieurs choses qui se passent. J'en ai parlé en introduction, mais la crise de l'adolescence, en fait, elle n'existe pas en tant que telle. Ce qui se passe à l'adolescence, c'est qu'il va y avoir, d'une part, une recherche identitaire. L'enfant a besoin de savoir qui il est réellement au fond de lui. Pendant les 10-12 premières années de sa vie, il va vivre notamment aux côtés de ses parents, avec lesquels il va passer une majorité de temps, et il commence à fréquenter des copains, des copines, et avec le temps, en fait, ils se rendent compte que ces adolescents que il se passe autre chose ailleurs. Il y a d'autres valeurs qui sont importantes dans d'autres familles. Et, et en fait, ils s'interrogent. Ils s'interrogent sur le bagage qu'ils ont reçu de leurs parents. Et si par exemple, dans une famille, le travail est très important, et que dans une autre famille, le côté réunion de famille est très important, si l'adolescent se dit moi j'aime bien passer du temps en famille, mais je ne veux pas travailler, il va se dire tiens, c'est peut-être plus sympa chez les autres. Et donc en fait, ce qui va se passer chez les autres, ça va l'attirer, parce que ça va résonner, euh, ça va faire résonner quelque chose qui est en lui. Donc on va aller rechercher dans le groupe euh, une autre identité. On va tester en fait des choses. Le deuxième point justement, dans cette crise de l'adolescence, c'est l'appartenance au groupe. Le groupe famille, c'est le groupe quasi exclusif dans lequel vivent nos enfants. Avec le temps, bien sûr, ils passent du temps à l'école, ils voient des copains, mais le soir et le matin, ils sont toujours à la maison, ils sont toujours avec nous. Euh, et ce qui se passe à l'adolescence, c'est justement, ils ont envie de vivre euh, dans un autre groupe, avec qui aura des valeurs différentes, qui fera des activités différentes. Et, et ça va être un moteur pour les adolescents d'aller chercher ailleurs ce qui se vit, ce qui se fait. Et c'est pour ça que les adolescents vont passer plus de temps avec leurs copains. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais beaucoup d'amitiés de très longue date commencent à partir de l'adolescence, les années fin collège, lycée, parce que justement on se retrouve et on ne se comprend pas toujours, mais on a une connexion qui se fait avec les autres et on ne sait pas exactement pourquoi. En fait, c'est souvent parce qu'on est lié sur des valeurs qui nous rassemblent. Et c'est ça que les adolescents vont aller chercher. Ils vont sortir du groupe parents, famille, pour aller vivre, en tout cas, d'autres expériences, aller tester d'autres valeurs dans un autre groupe. Et il y a aussi autre chose, un troisième point, c'est que si on prend le prisme de la programmation neurolinguistique, donc la PNL nous dit que on a tous des modèles mentaux en tête. Donc notre vie est faite principalement de réactions et de mécanismes automatiques qui sont inconscients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment de l'adolescence, il y a un de ces modèles mentaux qui va changer. Vous avez un modèle mental qui est, je trouve, très intéressant à regarder. Alors, c'est pas une vérité absolue, mais c'est un prisme. Ça nous permet d'étudier les choses sous un certain angle. C'est le modèle mental match-mismatch. Les enfants qui auront une tendance à être plutôt match, c'est les enfants qui vont être plutôt d'accord. C'est-à-dire que vous allez leur demander quelque chose, leur première réponse va être d'accord, oui, bien sûr, tout va bien. Donc ça, c'est assez facile, entre guillemets, d'avoir des enfants qui sont match, parce que vous pouvez leur demander à peu près n'importe quoi, ils seront de base d'accord. Mais il y a aussi beaucoup de parents, et je vous vois, je les rencontre, ceux-là, qui ont des enfants qui sont mismatch. Et les enfants qui sont mismatch, alors ça marche aussi pour les adultes, mais les enfants qui sont mismatch, ce sont des enfants qui vont sortir à la première demande, à la première phrase dans une conversation, c'est le fameux oui, mais. Ça, c'est mismatch. C'est-à-dire qu'en fait, mismatch et match, ce sont des modes de fonctionnement, des modes de communication avec l'autre. C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça qui fonctionne. Quelqu'un qui est match, il va être d'accord avec vous, avant éventuellement de ne pas être d'accord avec vous. C'est-à-dire que oui, d'accord, moi je vais bien mettre mes chaussures, mais j'ai pas envie de mettre cette couleur, je vais mettre cette couleur. Ok, c'est assez facile, ça donne envie de négocier, ça semble assez facile. Un enfant qui est mismatch, vous allez lui dire mets tes chaussures. Oui, mais moi, j'ai pas envie de mettre celle-là, j'ai plutôt envie de mettre celle-là. Oui, mais moi, je veux ci, je veux ça. Oui, mais moi, oui, mais. Et ça peut vite
être très énervant, je le sais. Et ça n'incite pas forcément à la collaboration. C'est pour ça que je parlerai dans une autre vidéo de match-mismatch, parce que c'est vraiment hyper intéressant comme prisme. Ce qui va se passer, c'est que les enfants qui sont match vont généralement avoir tendance à tester le mode mismatch à l'adolescence. Et donc, quand vous allez leur demander quelque chose, ah bah, comment s'est passé l'école aujourd'hui? Ouais, ça va, j'ai pas envie de t'en parler. Enfin, en gros, oui, en gros, j'ai compris l'idée, mais je t'en parlerai pas, quoi. Et à l'inverse, les enfants qui sont mismatch vont plutôt tendance à tester le mode match, donc à être plutôt d'accord. C'est-à-dire que ceux qui ont des enfants mismatch, mais vont être plutôt contents à l'adolescence parce que ça va être plus facile. Et à l'inverse, comme il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui sont match que mismatch, ce programme-là cérébral fera que la communication va être plus compliquée. Plus compliqué, ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'il faut changer notre façon de parler. Dans ces vidéos, j'ai beaucoup parlé de communication parce que c'est la clé au final, c'est comment je communique avec moi-même, comment je communique avec les autres. Et là, on ne va pas nécessairement changer le fond, on ne va pas changer notre demande, on va changer la façon dont on le demande. Et donc voilà, à l'adolescence, on va tester, les enfants vont tester un autre programme cérébral. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec une autre crise qui n'existe pas non plus, mais qui est nommée comme ça, c'est le fameux Terrible 2. C'est une crise dans laquelle on va aussi inverser le métaprogramme, donc le programme cérébral match-mismatch. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants à 2 ans vont avoir tendance à dire non. Non, 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 non. Alors c'est pas une opposition, c'est un non à l'adulte pour se dire oui à soi. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend qu'il n'y a pas de crise. C'est juste une question identitaire. C'est qui je suis quand je n'accepte pas ce que tu me proposes. Eh ben, je ne suis pas ce que tu me proposes, donc ça me donne la liberté de chercher ce que je suis moi. C'est pour ça que donc ces enfants qui ont 2 ans vont avoir tendance à pousser, refuser, rejeter les autres pour justement aller vers la connaissance de soi. Et qu'est-ce que vont faire finalement ces adolescents qui vont vivre une crise de l'adolescence? En tout cas qui vont traverser l'adolescence. Ils vont faire 2 choses. Ils vont avoir tendance à rejeter l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont dire des choses comme « Ouais, de toute façon les parents, vous comprenez rien, de toute façon moi je vous dis un truc, vous ne m'écoutez pas, vous me forcez, j'ai pas envie de faire ça mais vous faites quand même. » Ils peuvent dire aussi de toute façon vous êtes bête, vous comprenez rien, vous êtes stupide et tout. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait en séparant, en créant ça, ils créent une séparation entre les parents et eux. Et ça leur permet d'aller vers autre chose, d'aller vers eux-mêmes ou d'aller vers un autre groupe, d'aller vers d'autres expériences. Donc c'est pour ça qu'ils vont tendance à faire cette séparation par leurs mots pour aller vers eux-mêmes. Et c'est important de les laisser faire. On n'autorise pas tout, mais simplement de leur permettre de vivre cette recherche identitaire et de les accompagner au mieux. Mais ça, j'en parlerai juste après. Et après, donc la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'ils vont faire. La deuxième chose, c'est qu'ils vont avoir envie justement de dépasser des limites, de tester les interdits, d'aller rechercher l'autorité. Et encore une fois, ce n'est pas bien ou mal en soi, ça dépend comment ils sont accompagnés par rapport à ça. Et souvent, le souci, c'est que les adolescents aujourd'hui ne sont pas accompagnés, tout simplement parce qu'on ne sait pas trop comment faire. L'école ne les accompagne pas nécessairement. Et en fait, ils sont un peu voués à eux-mêmes, à expérimenter des choses. Donc c'est préférable, dans ce cas-là, de valider cette recherche d'expérience, mais dans un cadre, pour qu'en fait, quoi qu'il se passe, ça se passe bien. Parce que l'objectif quand même d'apparent, c'est d'assurer la sécurité physique et psychique de l'enfant. Donc on ne va pas lui faire n'importe quoi non plus, mais il a besoin en tout cas de vivre ça. Et j'aimerais vous donner 3 conseils pour mieux vous aider à vivre cette période-là qui peut être compliquée. Le premier conseil, qui est je pense le plus important, c'est ne donnez jamais de conseils à un adolescent. Jamais. Parce que dans 99% des cas, vous allez vous faire envoyer promener, ça va pas marcher. Ne conseillez pas vos ados. Vraiment, ça sert à rien. Déjà, posez-vous la question, est-ce que vous aimez bien quand on vous confie quelque chose, quand vous parlez à quelqu'un d'un problème? Est-ce que vous avez envie d'entendre ses conseils? Oui, mais moi, toi, tu devrais faire comme ça. Moi, si j'étais à la place, je ferais comme ça. Non.
En fait, personne n'aime recevoir des conseils. Et alors les adolescents, c'est encore plus touchy, donc n'y allez pas. Vraiment, gagner du temps, gagner de l'énergie, n'allez pas sur des conseils. Du coup, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est plutôt d'apprendre à écouter sans juger. C'est un exercice qui peut être très difficile pour certains, plus facile pour d'autres, parce que c'est une compétence. Alors les compétences, c'est bien, c'est ça s'apprend. Écouter sans juger, c'est écouter en accueillant. Accueillir, ça veut simplement dire reconnaître que ce qui est là est là. Ça ne veut pas dire qu'on accepte. L'accueil, c'est pas l'acceptation. C'est juste accueillir que c'est là. D'accord ? Donc là, par exemple, j'accueille le fait qu'il y a du vent, j'accueille le fait que le voisin à côté a fait du bruit avec sa tronçonneuse ou je sais pas quoi. Je ne veux pas dire c'est bien ou pas bien, c'est là en fait. J'acquiesce le fait que ce soit là. Donc quand votre adolescent va vous parler de certaines choses, que la prof, elle a été extrêmement méchante avec votre fille, que sa copine en fait, elle fait que de fumer, et vous trouvez ça, vous dites j'espère vraiment qu'elle va pas fumer, elle va pas se mettre à faire ce genre de bêtises et tout. En fait l'idée là c'est d'écouter pour que l'adolescent puisse justement sortir ce qu'il a dans son cœur, qu'il puisse expliquer finalement ce qu'il vit, ce qu'il ressent, sans se sentir jugé, sans se sentir conseillé, sans qu'il sache que derrière il va y avoir une forme d'intervention entre guillemets du parent. Donc ça se travaille. C'est pas toujours évident, surtout qu'il y a certains sujets qui peuvent être assez difficiles parce que ça fera toujours écho à notre propre histoire. Donc ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième, c'est que c'est aussi une période dans laquelle vous pouvez accepter l'idée qu'il s'éloigne de vous pour mieux revenir généralement plus tard. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller vivre leurs expériences ailleurs avec le groupe, avec faisant des activités diverses et variées. Et en fait, l'adolescence, c'est qu'une période de leur vie. Et souvent, à la fin, c'est comme s'ils rouvraient les yeux, ils avaient passé cette période-là et ils font en fait, mes parents me manquent. En fait, c'était bien aussi quand j'étais chez eux. Et là, ils ont tendance à revenir. En tout cas, si l'adolescence s'est plutôt bien passée. Et du coup, tenez bon. Si vous vivez ces moments-là, tenez bon parce que ça va le faire. Et c'est sur ces mots que j'aimerais terminer cette vidéo. Rappelez-vous bien que les adolescents qu'ils sont ne seront pas les adultes qu'ils seront. D'accord ? Vous pouvez vous penser à vous, comment vous étiez en tant qu'adolescent, et constater comment vous êtes vraiment différent aujourd'hui. Il peut y avoir des traits, il peut y avoir certaines réminiscences de cette période-là, mais globalement, les adolescents ne le sont pas les adultes de demain. Moi, c'est une croyance qui m'aide, c'est une croyance qui aide les parents que j'accompagne, et ça permet de prendre du recul et d'avoir un petit peu plus de lâcher prise, tout en étant quand même présent, parce que ça reste des enfants. À 12 ans, on reste encore, pour certains, des grands bébés. Mais ils ont besoin de vivre ça. Et ils ont besoin que vous puissiez les laisser vivre ça, cette expérience-là, dans un maximum de sécurité physique et émotionnelle possible. Et après, vous allez les retrouver. Et je terminerai là-dessus. Être parent, ça s'apprend. D'accord ? Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique de A à Z comment on devient un parent efficace et notamment comment on favorise la coopération chez l'enfant. Je mets le lien juste en dessous. Je vous invite à la consulter. Avec plaisir aussi pour lire vos commentaires, vos retours pour cette première vidéo. Ce sera le début d'une longue série. J'espère que ce format vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu pour créer cette vidéo. À très bientôt.